Thug. Ils célèbrent leur culte. Ils adorent et vénèrent Kali. N'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort. Alors tellement bien, je vais les violer, ces fils de pute. C'est un peu vulgaire, hein? Hissez le pavillon noir et que les hommes qui se prennent à genoux le voient bien. Qu'ils attirent les standards sur la révolte. On voit bien comment sont les choses. C'est naturel pour quiconque se serve d'une certaine sensibilité spirituelle et dire non au monde moderne. Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'information concrète à me soumettre? J'ai chopé une déferlante d'enfer ce matin. Alors, tu voulais te débarrasser de moi si j'ai bien entendu? C'est un cauchemar, mais je croyais que t'étais mort, toi! Tu vas voir, on ne me tue pas moi et je me venge toujours, tu le sais bien. Bonjour amis surfeurs, amateurs d'écume et de déferlantes, et bienvenue dans les Chroniques de Kali. Bonjour numéro 2. Bonjour numéro 1. Alors, quel sera le sujet dans notre nouvel épisode? Alors numéro 2, il sera question du récipiendaire du prix Nobel de la paix, Alexandre Solzhenitsyn, et plus particulièrement de son discours devant les étudiants de l'université Harvard le 8 juin 1978. Ah oui, le fameux discours intitulé « Le déclin du courage ». Une critique de la domination matérialiste en Occident, si je me souviens bien, non? J'ai hâte de savoir ce que tu as à m'en dire, numéro 1, parce que tu as évoqué en une seule phrase l'obtention d'un prix Nobel et un discours à Harvard. Deux choses qui me hérissent illico presto le poil des jambes. Bon, ça commence. Je pense que cet épisode-là ne sera pas facile. Bref, avant d'aller plus loin numéro 2, je ferai un court survol de la vie d'Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Isaïevitch Solzhenitsyn est né en 1918 dans le Nord-Caucase soviétique. Il fera des études en mathématiques et en littérature. Au début de sa vie, il sera communiste et appuie le régime de Moscou. Au commencement de la Seconde Guerre mondiale, il sera officier artilleur de mérite et décoré. Il devient néanmoins un ennemi du régime, malgré lui, vers la fin de la guerre en 1945. Solzhenitsyn commet le crime odieux de critiquer le camarade Staline dans une série de lettres privées. Il est donc accusé d'activités contre-révolutionnaires et expédié dans un goulag. Il en ressort 8 ans plus tard, sous le régime de Nikita Khrouchtchev, et publie son premier roman, Une journée d'Ivan Denisovitch. Il s'agit de la première mention des camps de travaux forcés en Union soviétique. Imagine le scandale. Il réussira à publier quand même d'autres ouvrages par le réseau clandestin Samizdat. En 1970, il reçoit le prix Nobel de littérature, puis 3 ans plus tard, l'archipel du Goulag, qui est encore plus frappant de détails sur les camps de concentration soviétiques. Il sera condamné à l'exil en 1974. Probablement que sa notoriété mondiale lui évita l'exécution. En 1978, il est invité à prononcer son discours sur le déclin du courage devant une assemblée à l'université Harvard. Eh bien, nous n'y arrivons pas. Décidément, nous allons féliciter l'équipe technique. Je dois t'avouer, numéro 1, j'ai toujours eu des doutes sur le personnage, et des questions restent pour moi sans réponse. Pourquoi ce patriote, bien qu'opprimé par l'administration stalinienne, se réfugie-t-il aux États-Unis? Son œuvre est-elle utilisée et promue par l'Ouest comme outil de propagande? Car c'est selon moi ce que l'obtention du prix Nobel de littérature pourrait signifier. Voire même, ces ouvrages sont-ils utilisés par Khrouchtchev ou Brejnev dans un but de déstalinisation? Tu n'entends pas où tu es là? Quand on est ici, là, si tu es là-bas, quelqu'un qui est... Attends, faut pas te foutre de moi. Au nom de Dieu, Faut pas te foutre de moi. pardon, on n'attend pas ici. Ça fait 2 années que tu es avec moi, je te fais confiance, faut pas te foutre de moi. À cette distance-là, quand on parle à quelqu'un, il n'entend pas. Bon, revenons-en au texte. Plutôt connu pour ses critiques du régime soviétique, Solzhenitsyn en a surpris plusieurs en faisant montre de valeurs conservatrices, plutôt antimodernes, spiritualistes et moralistes dans ce discours. Bref, pas forcément le genre de rengaine qu'on est habitué d'entendre dans une université américaine. Il se fait critique dans ce discours autant de son pays d'origine que de son pays d'accueil et de sa sphère d'influence, qu'il nomme tout simplement l'Ouest, et propose une troisième voie politique.
Évidemment, 40 ans plus tard, ces constats de l'époque sont exacerbés, comme nous allons le voir au cours de cette chronique. Bref, si tu es d'accord numéro 1, je te propose de commencer par le premier extrait. D'accord numéro 2. Précisons aux auditeurs que le discours intégral est facilement trouvable sur Internet, et nous vous invitons à le lire. Nous avons dû effectuer quelques coupures dans les extraits choisis, sans pour autant altérer les propos de l'auteur. Procédons. Chaque citoyen s'est vu accorder la liberté tant désirée et des biens matériels en quantité et en qualité propre à lui procurer, en théorie, un bonheur complet, mais un bonheur au sens appauvri du mot, tel qu'il a cours depuis ces mêmes décennies. Au cours de cette évolution, cependant, un détail psychologique a été négligé, le désir permanent de posséder toujours plus et d'avoir une vie meilleure, et la lutte en ce sens ont imprimé sur de nombreux visages à l'Ouest les marques de l'inquiétude et même de la dépression, bien qu'il soit courant de cacher soigneusement de tels sentiments. Cette compétition active et intense finit par dominer toute pensée humaine et n'ouvre pas le moins du monde la voie à la liberté du développement spirituel. Mais, en s'écartant de l'esprit, l'homme s'empara de tout ce qui est matériel, avec excès et sans mesure. La pensée humaniste qui s'est proclamée notre guide n'admettait pas l'existence d'un mal intrinsèque en l'homme et ne voyait pas de tâche plus noble que d'atteindre le bonheur sur Terre. Voilà qui engagea la civilisation occidentale moderne naissante sur la pente dangereuse de l'adoration de l'homme et de ses besoins matériels. Tout ce qui se trouvait au-delà du bien-être physique et de l'accumulation de biens matériels, tous les autres besoins humains, caractéristiques d'une nature subtile et élevée, furent rejetés hors du champ d'intérêt de l'État et du système social. Comme si la vie n'avait pas de sens plus élevé. Voilà un avis tranché sur la société dans laquelle nous vivons. N'oublions pas que ce discours date de 1978. Mort en 2008, Solzhenitsyn a définitivement eu le temps de voir la situation se dégrader encore plus avant de tirer sa révérence. Pour résumer à l'extrême, il nous annonce que la consommation matérielle ne rend pas heureux. Mais ça, nous le savions déjà, n'est-ce pas? Selon lui, l'Ouest a choisi délibérément le camp de l'accumulation matérielle contre celui de la vie spirituelle pour atteindre le bonheur. Comble de l'échec, c'est selon lui cette même recherche de bonheur et de la vie meilleure qui conduit parfois à la dépression, au sentiment d'infériorité et à l'anxiété honteuse. Et encore, à l'époque, il n'y avait ni Internet ni médias sociaux pour nous coller au mur. Bref, le matérialisme comme choix de société implique une dégradation morale et spirituelle qui finit par nuire à tous. L'Ouest va finir par redécouvrir que la richesse crée la misère et que l'abandon des possessions matérielles est la voie vers la libération spirituelle. Je ne te ferai pas le coup de paraphraser les évangiles, je pense que tu as saisi mon point de vue. Oui, évidemment. Mais Solzhenitsyn va encore plus loin. Il nous explique en fait qu'il ne pouvait en être autrement, car l'humanisme occidental a liquidé toute métaphysique spirituelle pour orienter la recherche du bonheur de l'homme vers l'accumulation du matérialisme. Complètement, mais il faut pousser la réflexion plus loin. La recherche des signes d'élection divine par la réussite sociale est un des traits majeurs du protestantisme capitaliste. On ne peut nier l'importance de cette doctrine dans le développement de l'Ouest marchand. Et le matérialisme n'est pas la seule conséquence notée par Solzhenitsyn. Judiciarisation de la société, perte de valeur du travail manuel, fragmentation du corps social en communautés revendicatrices. Nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Bien d'accord. Ce capitalisme-humanisme qui infuse le système libéral s'est donné comme but une utopie de paradis terrestre. Alexandre Isaïevitch va même plus loin, car selon lui, dans la société occidentale matérialiste et moderne, la vie n'a pas de but plus noble que la consommation matérielle. En gros, c'est naître, travailler, consommer, mourir. Tout ça sans élévation spirituelle et sans recherche de la beauté. L'homme, arrivé au crépuscule de sa vie misérable de consommateur, est mis face à sa médiocrité et à l'insignifiance de son existence. Comme Solzhenitsyn le dit,
L'État et la société ont éliminé tout ce qui ne relevait pas du bien-être physique. Et pourquoi ? Parce que pour le système capitaliste libéral, la vie se résume à la satisfaction matérielle. Il ne faudrait surtout pas que les gens pensent, critiquent ou remettent en cause l'ordre établi. Et pire encore, ils pourraient prier un Dieu des pauvres misérables et glorieux, qui exhorte les siens à abandonner leur argent. Le testament de l'homme occidental, lorsqu'il regarde derrière son épaule, n'est qu'une simple accumulation de possessions qui sombreront dans l'oubli comme son propriétaire. Les deux, ensemble, finissent à la dompe quand on n'a plus besoin d'eux. Cette vie est moralement et spirituellement anxiogène, mais Solzhenitsyn, qui a connu les camps de travail russes, laisse entendre que la biologie humaine en est aussi affectée dans le court extrait suivant. Même la biologie nous enseigne qu'un haut degré de confort n'est pas bon pour l'organisme. Aujourd'hui, le confort de la vie de la société occidentale commence à ôter son masque pernicieux. Déjà à l'époque, il avait tout à fait raison, et ce confort qu'il dénonçait est encore plus prononcé aujourd'hui. Il suffit de regarder les niveaux d'obésité ou la multiplication des pathologies liées à la sédentarité occidentale. D'ailleurs, ce confort, en augmentant considérablement, a supplanté un savoir-faire qui s'efface graduellement. On ne sait plus rien faire de nos 10 doigts, car la machine le fait pour nous. Je vous renvoie à notre émission précédente sur le roman Ravage de Barjavel et au totalitarisme technologique dans la civilisation occidentale. Au rythme de la vie douce et de la facilité, le corps humain s'intoxique. Mais je reviens sur ce que tu disais avant. Je te trouve bien poli, par exemple. Selon moi, l'homme occidental est sur la voie de devenir tout simplement un gros tas incapable et soumis. Oui. Et comme l'a si bien écrit Barjavel, c'est le jour de l'effondrement de la civilisation que l'homme prendra conscience de son asservissement à la technique, à qui il a abandonné son humanité pour s'épargner quelques efforts. On n'est jamais mis face à ses capacités, ou plutôt ses incapacités physiques, avant le moment où on en a vraiment besoin pour survivre, ou pour apporter assistance à une personne en détresse. Mais attention, il en va de même pour les capacités morales ou spirituelles. Il nous faut nous tenir prêts moralement ou à toute situation d'urgence afin de prendre les bonnes décisions ou affronter une difficulté éthique. Et c'est bien de cette démoralisation que Solzhenitsyn parle plus loin dans son discours. Dans un milieu confortable où tout est facile, immédiat et sans réel coût, les hommes s'émoussent et finissent serviles et béats. Exactement. Puisqu'il n'y a plus de mise à l'épreuve, impossible pour l'individu qui ne se prend pas en main lui-même de constater l'étendue de sa nullité biologique et morale. Prochain extrait, s'il vous plaît. Tout conflit est résolu par le recours à la lettre de la loi, qui est considérée comme le fin mot de tout. Si quelqu'un se place du point de vue légal, plus rien ne peut lui être opposé. Nul ne lui rappellera que cela pourrait n'en être pas moins illégitime. Impensable de parler de contrainte ou de renonciation à ses droits, ni de demander de sacrifices ou de gestes désintéressés. Cela paraîtrait absurde. On n'entend pour ainsi dire jamais parler de retenue volontaire. Chacun lutte pour étendre ses droits jusqu'aux extrêmes limites des cadres légaux. La défense des droits individuels a pris de telles proportions que la société en tant que telle est désormais sans défense contre les initiatives de quelques-uns. Il est temps à l'Ouest de défendre non pas tant les droits de l'homme que ses devoirs. Ce mot, devoir, est, je le crois, devenu presque inexistant dans l'imagerie mentale de nos sociétés. Tous réclament des droits, qui seraient tous des droits fondamentaux d'ailleurs. Mais plus personne ne remplit de devoirs pour justifier ses droits. C'est une situation bien ancrée au Québec. Le droit individuel est supérieur au droit commun. La charte est supérieure à la volonté populaire. On le voit à chaque fois que le peuple au Québec se manifeste. Le pouvoir des juges, défenseurs des individus, démantèle toujours ces lois inspirées d'un désir commun. La loi 101 et son déplumage judiciaire en est un parfait exemple. Et pourquoi en est-il ainsi ? Simplement parce que l'individualisme est érigé comme un dogme absolu. Le droit de la majorité est vu comme étant de l'oppression, et le droit individuel comme la liberté incarnée. C'est bien pour ça qu'il n'y a plus de grands projets de société en Occident.
Les intérêts individuels et communautaristes briment les volontés populaires les plus légitimes. Chaque décision peut être remise en cause, discutée et disputée ad nauseam, évidemment à grands frais, dans des tribunaux qui sont rendus les temples sinistres du spectacle de la démocratie libérale. Il est donc de notre devoir à nous, résistants au système, de nous torcher le cul avec cette justice des hommes et de nous préparer dès maintenant un jugement qui sera, lui, sans appel. Bon, encore tes envolées mystiques numéro 2? Excuse-moi d'être toujours terre à terre, mais on doit constater que, comme on l'a vu à plusieurs reprises, cette judiciarisation sociale est un outil très utile à Ottawa pour nous faire taire et saboter ce qu'il reste de volonté populaire chez les Québécois. En effet, quand le gouvernement fédéral ne se cache même pas d'encourager des initiatives individuelles ou communautaristes contre la volonté des francophones, on voit clairement que le dogme du droit individuel devient une arme contre les identités enracinées qui résistent. Allez la suite, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la société occidentale nous révèle qu'il règne une inégalité entre la liberté d'accomplir de bonnes actions et la liberté d'en accomplir de mauvaises. Un homme d'État qui veut accomplir quelque chose d'éminemment constructif pour son pays doit agir avec beaucoup de précaution, avec timidité pourrait-on dire. Des milliers de critiques hâtives et irresponsables le heurtent de plein fouet à chaque instant. Il se trouve constamment exposé aux traits du Parlement et de la presse. Il doit justifier pas à pas ses décisions, comme étant bien fondées et absolument sans défaut. Et un homme exceptionnel, de grande valeur, qui aura en tête des projets inhabituels et inattendus, n'a aucune chance de s'imposer. D'emblée, on lui tendra mille pièges. De ce fait, la médiocrité triomphe sous le masque des limitations démocratiques. On entend dire en permanence que les gens votent pour le moins pire des candidats, faute de meneurs d'hommes inspirants. Solzhenitsyn vient d'exposer pourquoi ce genre de personnages n'apparaissent plus. La machine démocratico-médiatique est bien ajustée pour que seuls puissent s'imposer des hommes médiocres. Ce ne sont pas eux qui décident, de toute façon, on le sait bien. En gros, rien ne change et rien ne peut changer. Le régime se maintient et empêche les réformes qui pourraient élever la population vers le haut, en écartant les hommes d'exception du pouvoir ou en les harcelant s'ils y arrivent néanmoins. De toute façon, on l'a dit précédemment, si des politiques ambitieuses arrivaient à passer au travers de la passoire parlementaire, elles seraient certainement invalidées en cours de justice. Et on ne parle même pas de la guérilla pop-culturelle qui leur serait menée dans les médias. On a déjà vu ça 1000 fois. La machine ne demande pas des meneurs d'hommes pour diriger un État éveillé sur des millions d'êtres humains, mais plus seulement des administrateurs photogéniques. Tu sais, numéro 1, rendu là, j'attends moi aussi les Cosaques et le Saint-Esprit. Tout à fait. Les acteurs politiques sont les vedettes médiocres de la démocratie spectaculaire. Des comptables ou des gestionnaires réunis en partis politiques, qui en passant ressemblent plus à des conseils d'administration. Et plus souvent qu'autrement, ils sont incompétents et corrompus. Extrait suivant. La presse peut jouer le rôle d'opinion publique ou la tromper. De la sorte, on verra des terroristes peints sous les traits de héros, des secrets d'État touchant à la sécurité du pays divulgués sur la place publique, ou encore des intrusions sans vergogne dans l'intimité de personnes connues en vertu du slogan « Tout le monde a le droit de tout savoir ». Mais c'est un slogan faux, fruit d'une époque fausse. D'une bien plus grande valeur est ce droit confisqué, le droit des hommes de ne pas savoir. De ne pas voir leur âme divine étouffée sous les ragots, les stupidités, les paroles vaines. Une personne qui mène une vie pleine de travail et de sens n'a absolument pas besoin de ce flot pesant et incessant d'informations. Autre chose ne manquera pas de surprendre un observateur venu de l'Est totalitaire, avec sa presse rigoureusement univoque. On découvre un courant général d'idées privilégiées au sein de la presse occidentale dans son ensemble. Une sorte d'esprit du temps, fait de critères, de jugements, reconnus par tous, d'intérêts communs, la somme de tout cela donnant le sentiment non d'une compétition, mais d'une uniformité. Il existe peut-être une liberté sans limite pour la presse, mais certainement pas pour le lecteur. Les journaux ne font que transmettre avec énergie et emphase toutes ces opinions qui ne vont pas trop ouvertement contredire ce courant dominant. Sans qu'il y ait besoin de censure, les courants de pensée
d'idées à la mode, sont séparés avec soin de ceux qui ne le sont pas. Et ces derniers, sans être à proprement parler interdits, n'ont que peu de chances de percer au milieu des autres ouvrages et périodiques, ou d'être relayés dans le supérieur. Vos étudiants sont libres, au sens légal du terme, mais ils sont prisonniers des idoles portées au nu par l'engouement à la mode. Sans qu'il y ait, comme à l'Est, de violence ouverte, cette sélection opérée par la mode, ce besoin de tout conformer à des modèles standards, empêche les penseurs les plus originaux d'apporter leur contribution à la vie publique et provoquer l'apparition de dangereux esprits grégaires qui fait obstacle à un développement digne de ce nom. Le dissident soviétique nomme le réel. La presse fait croire au consensus idéologique dans la population avec une technique bien simple. Toutes les opinions semblent évoquées dans la presse, certes, mais à l'intérieur d'un champ des possibles très limité. Dès que l'on sort de ce qui est autorisé de dire ou de penser, c'est tout de suite calomnie et insulte. Les médias uniformisent et conforment les esprits, en décidant des limites du disciple. Tout le monde le sait ou le sent, mais c'est un jeu de dupes. On est parfaitement libre de faire ce que l'on veut dans notre cellule. Mais attention à ne pas s'aventurer à l'extérieur. Sinon tu deviens immédiatement un nazi turbo-conspi ascendant trisomique. Mais tu le sais numéro 2, à ce niveau-là, on se bat contre des moulins. Notre rôle est désormais de créer nos propres médias et d'orienter nos amis vers des sites d'information alternatives. Plutôt que de hurler dans le désert encore et encore que les journaux sont un tissu de mensonges. Et oui, numéro 1, les rebelles fiers sont condamnés à l'excellence. Avant de continuer sur ton idée, je vois quelque chose à souligner ici qui me semble majeur. Premièrement, le travail ainsi qu'une vie saine et pleine de sens protège les gens de la médiocrité et des singeries journalistiques. Si on s'occupe à construire le monde, élever ses enfants, caresser son chien et prier, peu importe les hurlements de pucelle de Martineau ou de vagissements de Safia Nolin. Solzhenitsyn nous rappelle tout simplement les qualités de la vie traditionnelle, qui apportent force, joie et détachement. Et pour continuer sur ton idée, en effet, c'est un jeu de dupes. Les médias forgent littéralement l'opinion publique et la population l'accepte, par lâcheté, par mollesse, manque de courage, ou par son incapacité à s'y soustraire. Puis, comme tu l'as dit, toute idée divergente aux discours promus dans la presse sont calomniées et on voit désormais apparaître de nouveaux mots. Conspirationniste, complotiste. Personne n'utilisait ces termes ne serait-ce qu'il y a 2 ans, et maintenant ils sont en une des journaux. Je ne reviendrai même pas sur la psychiatrisation des opposants. C'est un grand classique de l'Empire du Bien depuis Ezra Pound ou Kaczynski et bien d'autres. Déjà en 1978, Solzhenitsyn critiquait la pensée unique dans les universités américaines, mais en admettant que, contrairement à l'Union soviétique, la violence physique n'était pas encore employée. Ce que l'on constate, c'est que maintenant, 40 ans plus tard, la violence est un outil pour uniformiser le discours ambiant. On assiste à des menaces, des expulsions, des crises d'hystérie ou même des agressions dans les universités. Le fameux esprit grégaire dont l'écrivain nous fait part à la fin de cet extrait est bien présent dans les institutions académiques, autant du côté des élèves que des profs. Et tout le monde l'accepte. Tout le monde, sauf nous. Exact. C'est une synergie entre le monde de la presse et le monde académique, en plus des réseaux artistiques et politiques qui construisent cette supposée uniformité de la pensée commune. Ce n'est pas bien étonnant. Profs d'université, journalistes, artistes et politiciens, ils ont tous besoin du système pour survivre, car sans lui, ils ne sont rien. Ce sont les nouveaux apparatchiks du spectacle de l'opinion marchande. Et bien que le citoyen moyen, avec du bon sens, voit les ficelles de tout ce cirque, il est pressé de tous les bords pour entrer dans les rangs par imitation, ou bien pour se valoriser. Ainsi fonctionne la psychologie des foules, selon Gustave Le Bon. Tout le monde ne peut pas entrer dans la résistance numéro 1. Voilà, c'est tout. On va pas en faire une Johnny. Non, Monsieur Bourdelle est beaucoup trop modeste et c'est tout à son honneur. Mais il était bel et bien membre d'un réseau actif. Ne portait pas de masque, bien entendu, vous vous en doutez. Mais il était fort connu dans la résistance sous le nom de Sparadrap. L'enseignant lui-même s'attaque à ses étudiants, qu'il juge mal pensants. On l'a vu plusieurs fois ces derniers mois avec des profs qui dénoncent leurs élèves sur Facebook et organisent ainsi leur répression. L'école est très loin d'être un grand forum de débat d'idées, comme on nous le vante souvent.
C'est plutôt une usine de formatage mental pour préparer l'élite de demain à penser, respirer et vivre comme on leur a gentiment inculqué. Une forme d'inquisition pop, en gros. La question est rétablie, on utilise le pilori social pour châtier les déviants. Oui. Et on verra avec l'extrait qui suit que Solzhenitsyn avait vu très juste dans son diagnostic de fin de régime. Il est des symptômes révélateurs par lesquels l'histoire lance des avertissements à une société menacée ou en péril. De tels avertissements sont, en l'occurrence, le déclin des arts ou le manque de grands hommes d'État. Et il arrive parfois que les signes soient particulièrement concrets et explicites. Le centre de votre démocratie et de votre culture est-il privé de courant pendant quelques heures, et voilà que soudainement des foules de citoyens américains se livrent au pillage et au grabuge. C'est que le vernis doit être bien fin, et le système social bien instable et mal en point. Rappelons-le, ce constat date de 40 ans. Nous vivons depuis lors la chute du monde occidental démocratique et libéral. L'art est devenu d'une médiocrité extrême, et des grands hommes politiques, y en a-t-il vraiment? Et puis quand on voit ce qui se passe à Québec ou à Ottawa, on se dit que la chute est imminente. Ouais, ce que l'on nous présente comme art prouve que la recherche de la beauté n'est plus de ce monde. C'est la promotion de la laideur, de l'absurde, du faux ou le règne du fric. Tu sais quoi, numéro 1? Autant j'ai encore des doutes sur le personnage de l'auteur, autant ses propos me parlent profondément. Il est évident que la création artistique, qui est le reflet de l'humanité, de sa conscience et de sa façon de voir le monde, est un indicateur de l'état de la civilisation. Ou plutôt de décivilisation, dans notre cas. Les mots me manquent quand je pense à ces artistes fonctionnaires subventionnés qui nous pondent des cacas dégénérés devant lesquels on devrait se pâmer. Si la paix est trop importante pour être confiée aux pacifistes, alors la beauté est trop importante pour être confiée aux artistes. Comme le souligne Solzhenitsyn, dès que la technologie fait défaut, comme avec la panne d'électricité qu'il décrit, c'est la sauvagerie qui prend le relais. Est-ce que ça serait une conséquence de l'anomie sociale que Durkheim décrivait dans son ouvrage sur la division du travail, ou le fractionnement du tissu social en multiples communautés d'intérêts? En tout cas, une chose est certaine, l'ordre dans nos sociétés est d'une extrême fragilité. C'est ça la démocratie libérale, dans laquelle on n'octroie que des droits, sans imposer de devoirs. En y pensant, la panne de courant n'est même plus nécessaire pour que les émeutes apparaissent et que du pillage ait lieu. Il suffit que des cerveaux occidentaux, suffisamment conditionnés par un impérialisme américain dégénéré, appuient une cause complètement distordue par rapport au réel pour que des hordes saccagent les villes impunément. Mais, comme d'habitude, ce sont des jeunes qui s'expriment, hein? Pour revendiquer des droits que le système toxique libéral leur a promis. Oh, mais tu sais, rien n'est gratuit dans ce monde. On saccage certes, mais si on peut gratter au passage une paire de Nike, une guitare ou n'importe quelle merde qui brille en vitrine, pourquoi se priver? Tout travail mérite salaire, camarade. La question est de savoir pour qui travaillent les casseurs, mais ça, réponse dans un prochain épisode. Tu sais quoi, je l'aime bien finalement, ton Solzhenitsyn. Anti-moderne, conservateur, déiste et plutôt franc. Je continue par contre de m'interroger sur la fabrication de sa popularité. Était-il lui-même un rouage du stratagème de manipulation qu'il semble dénoncer? Et si c'était le cas, cela rend-il caduques ces constatations et le fait qu'il les jette à la face de l'Ouest? Pour terminer, numéro 2, écoutons les derniers extraits du discours d'Alexandre Isaïevitch Solzhenitsyn à l'université Harvard. À bientôt, numéro 1, et adieu, vieille Ouest. Que le diable t'emporte. Si l'homme, comme le déclare l'humanisme, n'était né que pour le bonheur, il ne serait pas né non plus pour la mort, mais corporellement voué à la mort. Sa tâche sur cette terre n'en devient que plus spirituelle, non pas un gorgement de quotidienneté, non pas la recherche des meilleurs moyens d'acquisition, puis de joyeuses dépenses des biens matériels, mais l'accomplissement d'un dur et permanent devoir, en sorte que tous les chemins de notre vie deviennent l'expérience d'une élévation avant tout spirituelle. Quitter cette vie en créature plus haute que nous n'y étions entrés. Si le monde ne touche pas à sa fin, il a atteint une étape décisive dans son histoire, semblable en importance au tournant qui a conduit du Moyen Âge à la Renaissance. Cela va requérir de nous un embrasement spirituel. Il nous faudra nous hisser à une nouvelle hauteur de vue, à une nouvelle conception de la vie, où notre nature physique ne sera pas maudite comme elle a pu l'être au Moyen Âge, mais, ce qui est bien plus important, où notre être spirituel ne sera pas non plus piétiné comme il le fut à l'ère moderne.
Notre ascension nous mène à une nouvelle étape anthropologique. Nous n'avons pas d'autre choix que de monter toujours plus haut. Oui, je vis sous le règne de Pépin le Bref, fils de pute. Bien sûr, moi chez moi, je vis au Moyen-Âge, que je trépasse si je faiblis. Les communistes ne sont pas des gens comme nous. Ils renversent les monarchies, ils bafouent les libertés et ils mangent les enfants. Certains même ne vont pas à la messe. Des sales gauchistes. Moi là-bas c'est direct, bim bam boum, patate dans la bouche. How dare you! KO direct, tu vois. L'armée des ondes. 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 Gamin, tu réalises que si je te gifle, tu vas mourir. Tu vas mourir. Hubert Aquin, prochain épisode. La psychiatrie est la science du déséquilibre individuel encadré dans une société impeccable. Elle favorise le conformiste, celui qui s'intègre et non celui qui refuse. Elle glorifie tous les comportements d'obéissance civile et d'acceptation. Ce n'est pas seulement la solitude que je combats ici, mais cet emprisonnement clinique qui conteste ma validité révolutionnaire. Vladimir Volkov, petite histoire de la désinformation. Les communistes ont réussi à faire oublier que le communisme a coûté la vie à une centaine de millions d'êtres humains, qu'il a inventé les camps de concentration, qu'il a déporté des populations entières, qu'il a réintroduit officiellement la torture dans les interrogatoires, qu'il a conduit à la faillite économique tous les pays où il s'est implanté, qu'il a stérilisé intellectuellement des peuples entiers, qu'il a irrémédiablement endommagé leur banque de gènes, qu'il a violé l'indépendance de plusieurs pays, qu'il a systématiquement recouru à la terreur et au mensonge comme moyen de gouvernement. Chapeau. Engagez-vous. Des jeunes venus du monde entier sont prêts à se battre pour l'avenir. Je suis prête à me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre aussi. Ils sont prêts à se battre. Et vous? Garçon m'a l'air d'une future tapette. Vous êtes mieux de vous remarier, sans ça, il y a des chances qu'un de ces beaux matins, vous retrouviez votre gars en train de sucer un homme. Le mépris bourgeois aime propager le mythe de l'antimilitarisme canadien-français. Pourtant, il n'en est rien du tout. Nos aïeux avaient plutôt un penchant prononcé pour la guerre et surtout la guerre à la mode du pays, c'est-à-dire à la petite guerre qu'ils avaient apprise de leurs alliés les Amérindiens. Après la conquête, tous furent démobilisés et désarmés, car jugés trop rebelles et dangereux. En fait, les exemples furent nombreux, mais une certaine vision persiste, selon laquelle, après les révoltes des patriotes de 1837-1839, les nôtres se seraient réfugiés dans le pacifisme. Il faut peu connaître son peuple pour affumer ce genre de choses, et les refus dans l'engagement dans les deux guerres mondiales sont loin d'en être des preuves. En revanche, le Français d'Amérique fut toujours prompt à défendre sa terre ou à s'engager pour des causes que lui seul jugeait juste en sa qualité d'homme libre. Et puis, quel reproche malhonnête quand l'on sait très bien que le francophone fut toujours exclu de l'armée à cause de son caractère unilingue anglais et de l'éternel statut de soldat du rang qu'on lui réservait. Statut militaire de chair à canon sans intérêt pour le dominateur saxon. Pourtant, notre histoire est chaussée de soubresauts guerriers, parfois collectifs, du moins familiaux, ou encore simplement nés d'initiatives individuelles. Qui connaît encore à ce jour l'existence des zouaves pontificaux du Canada français? Un peuple à qui on refuse sa patrie ne peut que se tourner vers une autre, sa religion. En 1867, sous la pression des poussées d'annexion du Risorgimento italien commandé par Garibaldi et le désir du roi Victor Emmanuel II de faire de Rome sa capitale, le pape craint pour son intégrité territoriale. Le Saint-Siège fait alors appel à des bataillons de volontaires qui seront nommés les zouaves pontificaux. 500 Canadiens français participeront à l'appel du Saint-Siège en dépit des refus de leur gouvernement et des conséquences possibles pour quiconque s'impliquera dans une guerre à l'étranger. Comparativement aux 3000 zouaves français, le ratio volontaire canadien-français en proportion de sa population est 5 fois plus grand que celui de la France. Déjà quelques volontaires partirent individuellement en guerroyant, mais c'est la bataille de Mantena et la nouvelle d'un jeune Canadien français blessé au combat qui intensifia le recrutement.
les volontaires devaient eux-mêmes fournir la somme de leur voyage qui était de 100 $ à l'époque. On peut donc facilement imaginer ce qu'aurait été l'ampleur du recrutement si Rome avait fourni cette somme pour recruter les jeunes Français d'Amérique. 500 volontaires firent le voyage, accueillis comme des frères en France où ils transitaient pour Rome. L'existence des Canadiens français fut rappelée à sa vieille métropole. Sur place, les Zouaves prirent part aux patrouilles et surtout aux opérations anti-guérilla. Le conflit fut pourtant très court et les Zouaves québécois ne connurent vraisemblablement pas beaucoup de combats. Malgré la reddition du pape, un contingent canadien-français continua le combat. Ils furent arrêtés par l'armée italienne et furent exhibés honteusement dans les rues. Ils furent libérés et retournés au Canada avec le concours de l'ambassade britannique. Accueillis en héros à leur arrivée à Montréal, tous ne sont pas revenus de la campagne romaine. Peu de morts au combat, la plupart morts de maladie. Cependant, un volontaire suivit le chemin des ordres monastiques, tandis que 2 autres déchus et avides d'action s'enrôlèrent dans l'armée française pour la guerre franco-prussienne de 1870. La participation de notre peuple dans le rang des Zouaves pontificaux n'est qu'un épisode parmi tant d'autres. Par contre, il reste une des implications les plus marquantes du 19e siècle pour les nôtres. Nous avons le devoir de faire ressurgir la mémoire guerrière de nos pères. Comme le dit leur chant et à l'exemple de nos volontaires ayant refusé de baisser les arbres, le zouzou ne recule pas. Le zouzou ne recule pas. Ok, peut-être que je suis pas un terrien, ça je suis d'accord, peut-être que je suis un extraterrestre, mais fuck off, n'ai pas m'emmerder avec ça. Moi la société là, mais premièrement, j'en fais partie de la société, ok, je la forme la société, mais c'est justement pourquoi je voudrais qu'elle me ressemble un peu, parce que là elle est complètement différente, opposée. Voici un extrait de Pensée corsaire, abécédaire de lutte et de victoire, de Gabriele Adinolfi. Eh wow, tu vas rien montrer à personne ici, là, hein? Hey, tu vas te péter la gueule, mon tabarnak! Droits et devoirs. Droits et devoirs. Toute civilisation normale, toute culture normale a établi un rapport direct et permanent entre droits et devoirs. C'est le fait d'accomplir des devoirs qui donne des droits. C'est les Coca-Cola et les chocolats qui vous rendent mou. Dans une certaine mesure, les rites d'initiation, de la plume indienne à la toge romaine, obéissent à cette conception. Si l'on ne remplit pas ses devoirs, on ne peut pas réclamer de droits. Oh, dis donc, ça c'est pas normal. L'importance du devoir agrandit l'éventail des droits de façon fort rationnelle, car les droits d'un commandant de disposer des soldats sont évidemment supérieurs à ceux d'un simple officier, tandis que ceux qu'il a de disposer de sa vie et de son intégrité sont absolument inférieurs. Il existe une logique harmonieuse qui frôle la perfection dans la conception des devoirs et des droits de nos ancêtres. Aujourd'hui, au contraire, tout le monde se gargarise du mot « droit ». Chacun se croit autorisé à dire sa façon de penser, à haranguer, à pontifier, à récriminer et à revendiquer. Mais il revendique tout, sauf la liberté d'assumer les responsabilités libératrices qui apportent la dignité à l'homme. Ce sont des esclaves arrogants et plaintifs et ils prétendent à être respectés, comme si l'on ne devait pas mériter le respect. Et aujourd'hui, les Français n'ont plus le droit de dire qu'ils sont fiers d'être Français, parce qu'on va les taxer de racisme. Soyez fiers d'être Français. Moi, il n'y a pas de problème quand un Français est nationaliste, j'en ai rien à foutre. Il a raison, sois fier de ton drapeau, sois fier de l'histoire française.